Marseille, 9 avril 2020. Hervé Castanet enregistre en une version audio et seulement audio l'un de ses textes. David Cronenberg, cinéaste. Crash. L'absent désigne le sexe. Expression de Jacques Lacan. En exergue, une phrase de Jacques-Alain Miller publiée en 2000 dans la revue La Cause freudienne numéro 44. Le traumatisme au sens de Lacan, le noyau de l'événement traumatique, n'est pas rapportable à un accident, ou ça l'est toujours, mais la possibilité même de l'accident qui laisse des traces d'affect au sens étendu que j'ai donné, la possibilité même de l'accident contingent qui se produit nécessairement toujours, mais tel ou tel, ouvre l'incidence de la langue sur l'être parlant et précisément l'incidence de la langue sur son corps. L'affection essentielle, c'est l'affection traçante de la langue sur le corps. Cela veut dire que ce n'est pas la séduction, ce n'est pas la menace de castration, ce n'est pas la perte d'amour, ce n'est pas l'observation du coït parental, ce n'est pas l'Oedipe qui est là le principe de l'événement fondamental, traceur d'affect, mais c'est la relation à la langue. Pour ceux qui connaissent l'œuvre et les ambitions de David Cronenberg, Crash s'impose comme un diamant brut, le sommet d'un travail cinématographique qui explore notre époque. Pas uniquement celle de la fin des idéologies, du multimédia et du tour virtuel, mais aussi l'ère du retour de l'épidermique, de la mutation de la sexualité et surtout de la dislocation, écrit un commentateur avisé des Cahiers du cinéma lors de la sortie du film en 1996. Il s'agit de Serge Grunberg qui a publié David Cronenberg aux éditions Cahiers du cinéma dans la collection Auteur en 1992. La remarque est juste, mais la raison pour laquelle ce film est un diamant pur ne tient pas à l'explication convoquée, la mutation de la sexualité. Au contraire, ce qui mute dans ce film n'est pas la sexualité, mais qu'au cinéma se montre que les usages de la sexualité dépendent d'une logique intellectuelle, nullement à vif ou première, autrement dit que soit montré que la sexualité des par-lettres est ordonnée par un fantasme. La prochaine fois, Ballard, auteur en 1973 du livre d'où est tiré le film, le dit très explicitement. La passion sexuelle, chez beaucoup de gens, se développe à un niveau intellectuel plutôt que physique. Ce thème se retrouve dans les films précédents du cinéaste, rappelle le spécialiste. La sexualité chez Cronenberg provient toujours d'un corps à corps à la fois réel et mystérieux, mais elle est également une production de l'esprit, voire de ses dérèglements. Avec Crash, la mutation touche le cinéma lui-même, sa fiction. À nouveau, le critique des Cahiers, Grunberg, voit dans ce parti pris de Cronenberg un risque, une recherche digne de l'arte povera qui détonne dans le cadre du cinéma hollywoodien. Pour nous, Crash détonne non point parce qu'il montrerait ce qu'Hollywood habituellement ignore ou n'a jamais soupçonné. Il détonne parce qu'il s'use à ne montrer que ce qu'Hollywood présente, mais seulement au passage, sans le dire, sans oser le montrer ni le mettre à nu. Crash est un film répétitif et limité. Il ne montre que cette seule chose, à savoir que la sexualité et les extravagances du désir procèdent uniquement de ces fictions privées où se noue un sujet,
comme effet des jeux signifiants et le réel de l'objet qui lui échappe et le rend désirant. Crash déplie sans psychologie la contrainte froide, intellectuelle et purement fictionnelle d'une phrase qui se jouit, soit d'un fantasme. Crash démontre qu'un fantasme, effectivement, est une phrase, d'abord et avant tout. Les images, les scénarios, même multiples, ne viennent que l'illustrer en réalisant le chiffrage de la jouissance qu'elle inscrit. Les personnages ne savent pas ce qui les meut. Ils ne cherchent pas du reste à le savoir, ne passent pas leur temps à s'interroger sur les bizarreries de leurs choix amoureux et érotiques. Les personnages de Crash sont silencieux, presque inaudibles, et lorsqu'ils parlent, c'est toujours à mi-voix, lentement. N'est-ce pas rarissime, un film américain où le hurlement de la langue anglaise ne prend pas le pas sur les images, qui sont ici dans Crash également lentes et souples, sans accroc, sans polarisation fixe sur tel ou tel point visuel? Voilà un film qui déroule la phrase jouie du fantasme et qui ne verse pas pour autant dans la rêverie onirique qui donne généralement ce caractère lointain et somme toute merveilleux aux fictions de désir revues par les scénaristes d'Hollywood. Crash ne montre aucune sexualité mutante ou disloquée. Il montre que la logique du fantasme, parce qu'elle a la structure d'une phrase où la sémantique n'exclut pas le réel de la cause, est mutante par rapport à tout ce que veut ou croit vouloir le sujet dans ses raisonnements et argumentations quotidiennes. Le fantasme est disloqué comme une phrase qui chiffre l'impossible du par-l'être quant à la jouissance. L'épouse, Catherine, Deborah Unger, a une beauté hollywoodienne à couper le souffle. Sa peau est blanche, ses cheveux blonds, ses seins fermes débordant d'un soutien-gorge volontairement un peu étroit. Ses cuisses sont longues et son sexe retenu, comme le sont ses paroles. Cronenberg est parvenu à immobiliser cette beauté, à lui ôter la frénésie de ses mouvements qui fait les grandes amoureuses ou les grandes garces d'Hollywood, toujours caricaturalement hystérisées. C'est parce que Catherine est ainsi immobilisée, presque ralentie, que sa détermination est d'autant plus vive. La première scène du film l'indique. D'emblée, il est su qu'elle fait l'amour, habillée, presque à distance, avec un amant de passage et qu'il n'a que peu d'importance. Ce qui agite Catherine est ailleurs, autrement. Nous le savons par le lieu, un hangar pour petits aéroplanes. Le moment dans la journée, l'endroit, les corps sont appuyés sur la carlingue. Aucun mot n'est échangé. Les mouvements sont lents, très lents. Catherine est à plat ventre sur une aile d'avion, son visage, ses bras s'étendent sur le fuselage métallique. Devant cette scène, c'est un ailleurs et un autrement qui surgissent. Elle fait l'amour là, et ce n'est pas ça du tout, malgré le plaisir effectivement reçu. La scène n'est pas sordide, elle ne confond pas l'homme qui la touche et la pénètre avec le métal des appareils. Mais le métal a son importance, il n'est pas seulement un décor. Il faut attendre la seconde scène du film pour soupçonner laquelle. James Spader, l'époux, est sur le seuil de son balcon. Catherine, à quelques mètres, accoudée à la rambarde, les yeux fixés sur les flots lointains de voitures dans les entrelacs autoroutiers. Il lui demande « As-tu joui ?» C'est le premier mot après coup qui se dit sur la scène silencieuse qui ouvrit le film. Et elle répond « Non ». James ajoute « Peut-être la prochaine fois ». Une prochaine fois pleine de promesses inouïes. Le spectateur a saisi. Cette seconde fois,
Ce sera l'enjeu du film. Il faudra le temps de crash pour qu'une réponse soit apportée. Évidemment, l'amant de Catherine, parmi plusieurs autres, ne fera pas l'affaire. Il disparaît. À la question de la jouissance sexuelle qui touche le corps, les machineries de métal seront associées. Ces machineries, les automobiles, pour le dire très concrètement, seront en marche et elles se fracasseront, se rencontreront. Autrement dit, voilà ce qui le plus souvent a été retenu du film, les crashs de voitures, les accidents seront les nouveaux moyens pour que Catherine parvienne sexuellement à jouir. Suffit-il de le dire et de l'espérer pour l'obtenir? Ces moyens-là parviendront-ils à cette fin, que Catherine enfin jouisse, que sexuellement dans son corps, ça puisse être ça? Crash est un film sur le bricolage technologique. Dans Vidéodrome, film de 1983, le bricolage, voulu par Cronenberg, opérait sur la télévision. Le corps n'est plus qu'une chaîne vidéo. On enfourne des vidéocassettes dans la plaie verticale de Max Renn, on lui pose sur la tête un casque à illusion, il est lui-même devenu machine à reproduire et à générer des images. Le corps de Max est clairement un appendice de télévision, écrit Cronenberg. En l'occurrence, bricoler des machines pour provoquer la jouissance sexuelle dans le corps. Le trauma. Le film Crash est à certains insupportable. Une des premières scènes l'illustre. James, qui est producteur de films publicitaires, conduit sa voiture. Un accident survient. Il percute par inattention une autre voiture de front. Le choc est imparable. Le conducteur d'en face est éjecté, passe à travers le pare-brise, s'étale sous les yeux de James. Il est tué sur le coup. Reste en présence notre conducteur et la passagère de la voiture percutée. Ils sont hébétés, blessés, immobiles. Soudain, la passagère Hélène ouvre sa robe et laisse apparaître un corps nu, sans soutien-gorge, son sein droit dressé. Belle et audacieuse métaphore de la stupeur érotique, de cet instant originel où le sexe nous creuse de notre insatiable appétit, note le critique Stéphane Bouquet. Mais, selon nous, ce sein n'est pas une métaphore ni une allégorie. Il est, si l'on veut, malgré tout, faire appel à la rhétorique, une métonymie, soit une façon de montrer ce déplacement qui traduit l'instant d'un se faire voir, où c'est moins le désir qui surgit que la pulsion qui, elle, ne trompe pas. Ce sein, blanc laiteux dans ses décors acryliques bleutés, inscrit ce point de jouissance où la main presque dégrafe, tire le tissu, ouvre le voile. Le visage, lui, est impassible et la pensée absolument ailleurs. Quelques scènes plus tard, James et Hélène feront l'amour dans des voitures, le désir ayant repris ses droits avec son cortège fantasmatique qui le soutient. On l'aura compris, à partir de cette scène clé de l'accident, dont le reste est le mari mort et les corps abîmés, meurtris de James et Hélène, se dévoile ce que Crash ne va pas cesser de montrer, toujours sans grandiloquence. Le projet esthétique est de filmer ce qui arrive à la peau déchirée ou caressée, à la chair martyrisée ou excitée, aux entrailles pénétrées par un sexe ou de la tôle froissée, en s'en tenant à une objectivité froide, neutre, blanche, à une pure extériorité, comme s'exprime Bouquet. Dans son roman Crash, Ballard décrit longuement ces éléments de la carrosserie qui consommeraient le mariage avec le corps. Ce sont ces mots.
Les descriptions nomment ces impacts des voitures déformées sur les corps des occupants, impacts qui viendraient chiffrer, tels des sceaux, la rencontre enfin accomplie de la jouissance donnée au corps vivant. C'est le trauma qui serait attendu comme véritable opérateur, agent de jouissance. C'est le traumatisme qui devient l'incarnation de la jouissance repérée dans ses empreintes, ses marques, ses blessures et cicatrices, ou mieux, comme dit Ballard, ses enluminures médiévales. Ballard encore. Mécanisme d'éjection des passagers, géométrie des fractures au cours de collisions de front ou d'arrière, blessures reçues lors d'accidents survenant à des ronds-points, des carrefours importants, sur la bretelle d'insertion d'une autoroute. Mécanisme du télescopage des carrosseries dans les collisions de front, chair arrachée lors de capotage, membres amputés par les cadres de portière ou le toit au cours d'une série de tonneaux, blessures faciales dues aux glaces et aux tableaux de bord, traumatisme crânien et entaille du cuir chevelu contre un rétroviseur ou un pare-soleil, balafre en coup de fouet lors des collisions par l'arrière, brûlures au premier ou au second degré dans les cas d'explosion de réservoir, poitrines embrochées par une colonne de direction, blessures abdominales causées par une ceinture de sécurité défectueuse, annexe des passagers de l'avant et de l'arrière, traumatismes crâniens et vertébraux entraînés par l'éjection au travers d'un pare-brise, gradation des lésions cérébrales selon les diverses qualités des verres de sécurité, blessures des mineurs, enfants en bas âge compris, blessures occasionnées par des prothèses, par des commandes aménagées à l'usage des handicapés, complexes, mutilations scissipares des amputés d'un ou plusieurs membres, blessures causées par des accessoires tels que cassettes, barres incorporées, autoradios, téléphones, blessures dues aux emblèmes de constructeurs, aux ceintures de sécurité, aux déflecteurs. Les marques les plus belles, les plus vives et radicales sont celles, je cite Ballard, des lésions génitales encourues lors des accidents de la route. Blessures effroyables, dit-il, seins d'adolescentes déformés par la planche de bord, ablation partielle du sein opérée sur des ménagères d'âge mûr par une ouïe chromée, mamelon sectionné par le cil d'un constructeur ornant un tableau de bord, blessures génitales concernant les deux sexes, causées par des gaines d'arbres de direction, par des pare-brises durant éjection, par des portes enfoncées, des ressorts de sièges, de freins à main, des cassettes, des verges mutilées, des vulves entaillées et des testicules écrasés. Se saisit l'enjeu. Le trauma devient création des moi qui, eux, ne trompent pas, arriveraient au bout. À la question qui ouvre le film, « As-tu joui ?» seul le trauma permettrait non plus de dire oui, mais de réaliser silencieusement cette affirmation, de l'incarner. C'est le trauma qui seul fait jouir. Freud avait construit le fantasme comme cette machine psychique bricolée par chacun pour tamponner l'insupportable du trauma. Cronenberg, lui, fait du trauma un scénario fantasmatique. Le cinéaste ne s'oppose pas à Freud. Sa démonstration est freudienne. Le trauma scénarisé fantasmatiquement est toujours moyen de tamponner le trauma originel, soit que la sexualité, qui elle seule est obsédante, est toujours traumatique, inavalable. La langue marque le corps. Incarnation du mot. Un personnage présentifie dans le film et dans le roman cette tentative non point de se laisser aller à des accidents, non point de les espérer, de les attendre, mais de les créer, de les réaliser pour de bon dans les moindres détails. L'accident devient une mise en scène qui suit plan, prévision et la trame d'un scénario.
Ce personnage qui orchestre ces tableaux vivants, c'est Vaughan, un photographe médical. Cronenberg ira jusqu'à dire que Vaughan est un pur être de fiction, advenu par les seules paroles prononcées par Catherine et James, l'épouse et l'époux. Question adressée à Cronenberg. Le code qui existe entre Ballard et sa femme témoigne de leur intimité, mais encore d'une relation rarement vue à l'écran, comme si le chemin du plaisir passait non seulement par une autre personne, mais aussi par le langage. Réponse de Cronenberg. C'est vrai qu'ils utilisent le langage pour donner naissance à Vaughan, qu'ils attirent dans leur lit et qui leur servira d'intermédiaire. Ils évoquent Vaughan. Il est un peu le mot qui se fait chair. À ce titre, exceptionnelle est la scène où Catherine et James sont au lit, nus et découverts. Ils font l'amour sans cesser de se parler. Catherine parle de Vaughan, nomme les parties de son corps et demande à son mari comment ces deux hommes feraient l'amour ensemble. Les descriptions de l'épouse sont crues et annoncent ce qui va advenir. D'une voix lente, métallique, à peine modifiée par les soubresauts du plaisir qu'elle reçoit, elle dit la prochaine étreinte de James, le mari, sur Vaughan. Il y a un manque à voir, certain, la scène homosexuelle supposée, dans un donné à voix intense. Un couple hétérosexuel fait l'amour, qui fait surgir la présence de Vaughan de façon inouïe. Preuve s'il en est donnée au cinéma du pouvoir des phrases jouies sur les pratiques sexuelles et les désirs qui les rendent possibles. L'intérêt de ce personnage, Vaughan, est de nous livrer la raison de sa recherche, son unique recherche, son unique raison, la mort. Seule la mort peut réaliser ce que la mise en scène vise. Ballard écrit « Vaughan est mort hier dans son dernier accident. Le temps que dura notre amitié, c'est James qui parle, il avait répété sa mort en de multiples collisions, mais celle-là fut la seule vraie. » Que s'est-il passé? Vaughan avait prémédité une collision avec une actrice célèbre, Elizabeth Taylor. L'accident, avec sa conséquence mortelle, aurait signé leur rencontre. Les dernières semaines de sa vie, c'est Ballard qui décrit, Vaughan ne pensait qu'à la mort de l'actrice, à ce sacre des blessures qu'il avait mis en scène avec la dévotion d'un chef du protocole. La mort n'est donc pas une conséquence parmi d'autres. Seule, elle pourrait réaliser l'accident parfait. Réussir, c'est mourir. Preuve que le véritable rapport sexuel, celui qui serait conjonction et rencontre avec la jouissance, où les corps fusionneraient, est possible, mais qu'aucun sujet parlant ne peut, parce qu'il est vivant, en faire l'épreuve. La mort rôde à chaque description. Vaughan échouera, il meurt dans l'accident, mais l'actrice, elle, s'en sort. Le rapport visé, même au-delà de la vie, ne peut advenir. Cette scène qui ouvre le roman est absente du film. Le film présente une autre scène étonnante. Vaughan, avec deux comparses cascadeurs, met en scène devant quelques rares spectateurs l'accident qui coûta la vie à l'emblématique James Dean. Ce morceau de film est époustouflant. Pourquoi? Parce qu'on y voit un accident. Une Porsche cabriolet percute une grosse américaine. Peut-être comme on ne l'a jamais montré au cinéma. Et pourtant, les courses-poursuites, les voitures qui partent en morceaux, qui s'encastrent, qui flambent, sont des passages obligés des films et téléfilms américains dits d'action. Écoutons Cronenberg, il nous donne la raison de notre constatation. Elle touche à la vitesse. J'ai toujours gardé à l'esprit que les deux choses les plus filmées dans l'histoire du cinéma ont été le sexe et les voitures. J'ai décidé de ne jamais filmer les collisions au ralenti.
Ironiquement, cela crée un effet étrange, puisque pour le spectateur, c'est l'accident au ralenti qui est devenu la réalité. Je voulais filmer les accidents de manière naturaliste. Ils sont rapides, brutaux, terminés avant qu'on s'en aperçoive. J'ai désiré tout cela pour donner une nouvelle perspective à des choses qui nous sont devenues très familières. L'accident de James Dean est un théâtre. Il est prévu, organisé, annoncé par Vaughan. Puis, il est montré. Mais lorsqu'il est montré, il ne dure qu'un instant. Les voitures si belles, reproduites à l'identique pour le spectacle, sont détruites à toute vitesse. Le film est conforme à la fiction présentée. Le cinéma d'aujourd'hui est arrivé à faire passer le simulacre de l'accident pour l'accident lui-même. Cronenberg précise, ce qui est considéré comme réel, c'est vrai. C'est ce que je disais à propos du ralenti pour les accidents de voiture. Le ralenti est devenu le réel, et les gens voient les accidents dans Crash et se disent « mais ce n'est pas réaliste ». Pour eux, ce qui est réaliste, c'est un accident au ralenti, filmé de 5 angles différents au moins. C'est pourquoi, dans une scène, je montre mes personnages en train de regarder des accidents sur une télé, au ralenti. À la fin du film, l'initiation de James est accomplie. Vaughan est mort et James l'est devenu. Il est identifié à Vaughan. Il faudra alors tuer Catherine, l'épouse, la percuter dans sa voiture pour que l'accident la cloue sur place. Enfin, James n'hésite pas. C'est ce qu'il fait avec le consentement tacite de l'épouse. Voilà la scène. Catherine, toujours si belle, si décidée, d'une beauté active, conduit un petit cabriolet. James a repris la vieille auto de Vaughan, cabossée, presque détruite, la capote ouverte. Il tamponne Catherine plusieurs fois. Le cabriolet qui roule finit par déraper et se retrouve en contrebas. La caméra filme James. Il s'arrête, se déplace et voit l'épouse étendue sur une pelouse verte, le cabriolet renversé et fumant. Catherine est allongée. James s'approche, s'aperçoit qu'elle est encore vivante, presque indemne. Et l'époux de dire au creux de l'oreille de cette beauté à l'instant où il la découvre, « Ma chérie, la prochaine fois peut-être. » Peut-être. La prochaine fois, la mort sera au rendez-vous enfin. Le dispositif a échoué, la jouissance restituée au corps n'a pu advenir, la jouissance n'est pas trouvée. Demain, peut-être. La même réplique enclenche et clôt donc le film. Crash n'est pas une leçon de choses, le mot est de bouquet selon l'idée que ce n'est pas obtenu à la fin grâce à un savoir dûment acquis, ce qui faisait défaut au départ. Le film ne nous a rien appris, ou plutôt il nous a appris que le désir n'est pas un conte de fées et la jouissance sexuelle un joyau que l'on obtient et que l'on peut échanger. L'amour physique est sans issue. Voilà ce que Crash ne cesse de montrer à chaque image. C'est parce que l'amour physique est tel qu'il autorise, en des phrases jouies, ces dispositifs si sophistiqués où appareillage et sexualité se bricolent. Les femmes de Crash sont troublantes. Catherine, Hélène, on les a citées, sans oublier Gabrielle, jouée par Rosanna Arquette. Qui sont-elles? Elles, que font-elles? Elles font avec les hommes ce que seuls les hommes peuvent faire avec des femmes. Ils ne font pas que l'amour, ils n'échangent pas que des mots. Il y a un sale contrat secret entre eux, une demande au-delà de ce qui se dit et s'échange. Il y a la mort, et le prix à payer d'un tel engagement, on le sait,
les corps abîmés, torturés, tenus par des prothèses. Il y a des femmes que des crashs et des accidents détruisent et qui malgré tout et toujours exigent encore. Il y a ces femmes têtues qui tutoient la mort, en réchappent et qui se donnent à un homme pour savoir jusqu'où le désir d'un homme est engagement pour la mort, pour leur mort. La question porte sur les dames de crash qui, posées sur leur canne, leur corps tordu, aiment le fantasme d'un homme, le leur, jusqu'à se faire blason incarné d'une sexualité que seuls les accidents avaient rendue possible, comme le dit Ballard lui-même.